Au moins 4 ambassadeurs chinois ont ou vont être convoqués dans leurs capitales respectives, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en France. C'est précisément à Paris que le besoin d'explication est le plus important. Ce week-end, l'ambassadeur chinois en France a tout simplement nié la souveraineté des pays issus de l'Union soviétique. Voilà ce qu'il disait vendredi sur LCI. Sur le droit international, ces pays de l'ex-Union soviétique n'ont pas le statut effectif pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Rétropédalage ce matin, ces propos sont un point de vue personnel, dit l'ambassade chinoise à Paris. On en parle avec vous, Jean-Yves Heurtebise. Bonjour et merci de répondre à ces quelques questions. Depuis Taïwan, vous êtes maître de conférence à l'université catholique Fujian, donc à Taïwan, et co-rédacteur en chef de la revue Monde Chinois Nouvelle. L'ambassade a visiblement corrigé le tir. Fin de l'histoire ou vous restez prudent? En fait, ce qui s'est passé, c'est quand même une conclusion, je dirais, ça s'inscrit dans une série de commentaires qu'a fait cet ambassadeur voilà, peu académique, peu diplomatique. On sait qu'il y a eu l'affaire Antoine Dombasle. On sait que récemment, il y a eu encore différents commentaires. Donc, évidemment, on peut dire que il a été, Un chercheur français qui il avait a été, je été crois, insulté par cet ambassadeur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il y a eu toute une série, on va dire, de commentaires assez peu diplomatiques. Aussi récemment, il a dit, par exemple, que les Taïwanais auraient besoin d'être rééduqués. Si quand la Chine prendrait Taïwan, il y a eu tout un ensemble de commentaires. Et donc ça, ce commentaire-là montre finalement, d'une certaine manière, l'intrication entre le discours russe et le discours chinois. C'est aussi, même si évidemment, du point de vue du pouvoir chinois gouvernemental, on nie, on dit que ce sont des propos personnels. On peut comprendre pourquoi, parce que les pays dont il parle, ce sont normalement des pays qui sont inclus dans le dispositif 16+1, qui normalement devait relier la Chine à ces pays de l'Est et du centre de l'Europe. Et donc, évidemment, c'est difficile de participer à un projet chinois des routes de la soie quand notre souveraineté nationale est déniée. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, la traduction de l'emprise du discours, on va dire, d'un certain discours néo-impérialiste du point de vue russe, de dire qu'en fait les anciennes républiques n'ont pas de statut réel parce que du fait qu'elles sont liées simplement, leur existence est simplement liée à la désintégration de l'Union de l'URSS. Et finalement, c'est aussi un peu le discours vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, c'est pas Mais simplement facilement de dire on en reste là, parce que finalement, ça montre aussi, on va dire, la position de la Chine aussi vis-à-vis de cette guerre en Ukraine. même si la Chine s'en défend, elle l'estime ce matin depuis Pékin, qu'elle respecte le statut des États souverains, des républiques, après la dissolution de l'Union soviétique. Ça veut dire quoi? Qu'il y a de l'hypocrisie ou réellement de vision? Bah, c'est-à-dire que l'ambassadeur, il y a aussi une chose qu'il faut rajouter, c'est que dans ses positions d'ambassadeur, dans ce qu'on appelle la stratégie de Wolf Warrior Diplomacy, la diplomatie du loup combattant, on sait que aussi de leur point de vue, du point de vue de ces ambassadeurs, leur cible, c'est pas simplement les Français, c'est aussi les Chinois. Et là, il va sans doute aussi être, je veux dire, applaudi pour certaines choses qu'il dit, pas simplement sur Taïwan, sur d'autres points. Donc, c'est pas qu'il y a un double discours, c'est que évidemment, l'État chinois ne peut pas nier la souveraineté des pays en question, mais ça montre malgré tout l'idée qu'il y a un discours qui est réellement présent, et c'est un discours qui est aussi porté par la Russie, c'est-à-dire que la perte de l'Union soviétique est une catastrophe, et à partir du moment où la Chine a construit tout son récit national sur le fait que nous, on n'est pas la Russie, nous, on ne veut pas cette catastrophe de la perte des territoires liés à la chute du communisme. C'est normal que ce type de récit ressurgisse. Donc, c'est pas simplement, il y a d'un côté le discours officiel, d'un côté le discours personnel. Il y a tout un discours qui est un discours du point de vue du rapport entre la Chine et la Russie et leur rapport au communisme, leur rapport à la chute de l'Union soviétique. Et de ce point de vue, Xi Jinping et Vladimir Poutine sont en ligne pour d'une certaine manière, avoir un aspect un peu, une vision très critique de cette indépendance de ces pays, puisqu'on sait qu'une fois que ces pays sont indépendants, ils peuvent, par exemple, demander à être rattachés à l'OTAN.
Et donc, c'est un peu bizarre de dire d'un côté, oui, on reconnaît leur indépendance, en même temps, de dire que ben, la Russie est justifiée d'attaquer parce que, de façon indépendante, ils ont voulu intégrer l'OTAN. Quelle devrait être la réponse aujourd'hui des Occidentaux? L'ambassadeur, d'après Le Monde, a été convoqué au Quai d'Orsay ce matin à Paris. Et dans le journal Le Monde, il y a 80 parlementaires européens qui demandent à la ministre Catherine Colonna de déclarer l'ambassadeur de Chine persona non grata. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Ben, c'est-à-dire que, du point de vue de la France, comme une république française responsable et garante des principes diplomatiques, alors, il faut aussi, nous, même si les autres n'agissent pas de façon diplomatique, il faut toujours soi-même agir de façon la plus diplomatique possible. Et donc sans doute, c'est pas nécessaire d'en venir là. Par contre, ce que ça montre, comme je l'évoquais récemment, c'est que tout le dispositif 16+1 des liens entre la Chine et ces pays-là, déjà qu'il était assez, on va dire, ralenti par le manque d'investissement promis lié au rôle de la soie et ensuite par la position de la Chine vis-à-vis de la guerre en Ukraine, bon, ben, on voit que là, c'est encore, on va dire, un peu le clou dans le cercueil du 16+1. Et du point de vue de la France, évidemment, c'est assez malheureux par rapport à ce que disait le président Emmanuel Macron à son retour de Chine, son espoir que la Chine pourrait être impliquée dans une résolution de paix vis-à-vis entre l'Ukraine et la Russie. On voit qu'ici, il y a quand même l'adoption, encore une fois, du discours, du narrative russe nostalgique de la disparition du RSS. Très rapidement, s'il vous plaît, je profite juste de votre présence à Taipei. Est-ce que ces propos ont été relayés et analysés là-bas avec une forme d'inquiétude? C'est-à-dire, du point de vue, évidemment, du point de vue taïwanais, c'est ce que montrent ces propos, c'est aussi on va dire, la conception d'une certaine manière assez fluctuante que la Chine a avec la notion d'État souverain. Normalement, c'est un principe fondamental aussi qui est reconnu par la Chine, mais finalement, en ne voulant pas condamner l'agression de la Russie sur l'Ukraine, ils se donnent aussi, toujours pareil, la possibilité que leur attaque sur Taïwan ne soit pas condamnée. Et donc, la défense de la position russe, même et jusque dans le narratif de dire, bon, ben, finalement, ce sont des États qui n'existent pas parce qu'ils viennent que de la dissolution de l'URSS, ça signifie aussi, pour la Chine, de dire, bon, ben, ce qui nous concerne, les États qui nous appartenaient, les territoires qui nous appartenaient, doivent toujours nous appartenir, doivent être les nôtres. Et donc, il y a, on va dire, une forme de dénégation de la réalité de l'autonomie territoriale des autres pays qui évidemment inquiète Taïwan, qui est de facto indépendante de la Chine populaire. Merci beaucoup Jean-Yves Heurtebise d'avoir répondu à nos questions et veillé tard depuis Taïwan pour y répondre.